Bonsoir et bienvenue à cette 3e saison de l'Office des Sceaux. Ça commence dès ce soir, après quelques semaines de repos. On revient en force avec une nouvelle formule et de l'énergie renouvelée. Et surtout, on ouvre le bal avec une émission spéciale qui est ancrée dans l'actualité musicale. C'est une idée qui nous est venue en parlant de Circles de Mac Miller. On s'est tellement emballé en parlant de cet album-là qu'on s'est dit qu'il aurait fallu faire une émission complète sur Mac Miller, sa carrière, sur l'ensemble de ses albums. Donc, quand on a vu que Kendrick Lamar allait dropper un album, on s'est dit qu'on n'allait pas manquer cette opportunité. On n'allait pas faire la même erreur 2 fois. Hein? Fool me once, shame on you. Fool me twice, shame on me. Fool me 3 times, fuck the peace sign, the chocolate let him rain on. Alors, au menu ce soir, une rétrospective sur la carrière de ce Kojey Radical américain et surtout sur son nouvel album Mr. Morale and the Big Steppers. Tout droit du studio B de CISM, je m'appelle Gali Bonin. Je m'appelle Louis Arbeau. Et moi, c'est Thomas Alem-Lebel. Et pour une première fois cette saison, bienvenue à l'Office des Sceaux. Donc, très content d'être de retour au micro cette semaine. Good to be back. Yo! Ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Ça faisait longtemps. Ah, hein? Hey, je suis retourné sur SoundCloud en plus récemment. Puis je regardais les chansons de Isno X Arbo. Puis on avait plein de commentaires par ces gars-là. Puis là, j'étais comme... C'est fou quand même que Fouki, qui faisait des vieux beats vraiment trash, même avant ces gars-là, là, il faisait lâche pas la patate. Allez voir sur YouTube, c'est malade. Puis Patna est rendu genre une petite... La figure de proue. Genre, ouais, la jeunesse du Star System québécois. Tu sais, c'est vraiment marrant. Là. Il s'incruste vraiment dans l'espèce de donc, petit écosystème. Ce que vous devez retenir de ça, c'est que Fouki était fan de Isno Arbo. That's what's up, that's what's up. C'est pas mal ce qu'on essaie de dire en ce moment. Ben yeah! Non, mais pour de vrai, je suis vraiment heureux de pouvoir parler de Kendrick aujourd'hui. Yeah, for sure. Moi, je trouve que c'est un peu comme s'il nous avait écoutés. Il était comme, OK, ils reviennent samedi prochain, ils Saison drop l'album. Yeah. OK. Mais même, on était censé recommencer la semaine dernière, mais on voulait se donner un peu de temps quand même pour écouter l'album. Ouais, vraiment s'imprégner de ce nouveau projet. Au moins une semaine, là, tu peux pas écouter ça en une journée. Mais c'est ça, les gens qui drop des reviews après un jour et tout, je suis comme... Ouais, c'est mais possible. je pense qu'il y en a qui l'écoutent beaucoup. Là. Tu sais, si Fantano il a pris 2-3 jours, c'est parce qu'il est comme... Il se réveille genre de genre 8h à comme 6h du soir, il fait juste le mettre en boucle. Il y a son timetable, 4 hours in the morning. I start off with Kendrick Lamar, and then I do a little bit of yoga. I eat my vegan... J'adore ce gars. C'est sûr qu'il fait du meal prep le dimanche. Puis qu'il a toutes ses meals préparées dans des trucs au freezer. C'est juste plein de salades de pâtes, tu vois. Mais toutes différentes, genre, c'est toutes des pâtes différentes. Il mange beaucoup de watermelon aussi. Du melon. Il faut que melon. The melon. Mais on parle pas de Fouki, pas de Fantano. On parle du Kojey Radical américain. Et en plus, quand j'ai dit ça, je me suis un peu penché pour pas manger les souliers dans ma face. Je sentais que ça s'en venait. Là. Le chancla. Non, on parle de K-Dot, Kendrick Lamar, le rappeur de la Los Angeles américain. Est-ce que le rappeur de la décennie, peut-être, de la décennie passée? On peut dire ça. On peut dire ça. Là. Ça dépend pour qui, mais moi, j'y vais. Là. Toi, tu dis? Straight up. Mais surtout, dans les années 2010, il a sorti Overly Dedicated, Section 80, Good Kid, Mad City, To Pimp a Butterfly et Damn. C'est quand même... C'est bien que tu le mentionnes parce qu'aujourd'hui, c'est non seulement un épisode sur le nouvel album qui vient de sortir, mais un épisode rétrospective sur à peu près toute la carrière de Kendrick Lamar, toute la carrière, autant qu'on peut le faire en 1h30. Puis oui, on a sélectionné quelques chansons qu'on aime particulièrement. C'est un peu un mélange de, OK, est-ce que thématiquement ça ressemble à ce qui vient de sortir ou est-ce qu'on fait juste des chansons qu'on feel, qu'on aime bien sa discographie, qu'on voulait mettre en lumière. On met des chansons aussi pour discuter et suivre la discographie et puis nous, comment on a découvert, comment est-ce qu'on a évolué à travers la discographie de Kendrick. Parce qu'au final, c'est aussi des discographies qui collent à
à nos années de vie un peu. Je pense Mhm. peut-être moins avec Kendrick parce qu'il est plus vieux, mais c'est-à-dire que c'est depuis nos débuts d'écoute de musique, c'est le genre de discographie qui a pu nous suivre. C'est, Et ça a on- toujours été un acteur principal Ouais. du milieu pendant que nous, on a commencé à À porter vraiment s'y intérêt. intéresser puis à Ouais. devenir un peu plus des geeks de musique. Genre, Ouais, je pense qu'il y a exactement. ça aussi. Puis c'est un des artistes qu'on attendait vraiment genre patiemment à chaque fois qu'il allait sortir un album. On était là, on était prêts, Yeah. on voulait qu'il sorte. Puis je Fait pense que, aussi, il y a un truc autre que juste l'avoir écouté à ce moment-là. On a tous écouté du rap pendant ces années-là, tu sais, puis du coup, chaque album s'ancre dans genre Comment il se positionne un dans le medley contexte. d'autres albums qu'on écoutait, Yeah. qui sont sortis ensemble, avec la production, avec les flows, avec les thèmes, C'était, etc. c'était quoi le méta en, En 2010, en 2011. Ouais, exactement. Mais justement, le premier album dont vous voulez, on saute un peu au-dessus de Overly Dedicated et de C4, même s'il y a des chansons qu'on aime là-dessus, c'est pas forcément des projets qu'on écoute. Moi, je sais que j'ai écouté un peu C4, Thomas, un peu Overly Dedicated. Mais ça, c'est récemment. En fait, c'est juste parce que je savais qu'on allait faire l'épisode, je me suis mis quelques sons de Overly Dedicated. Puis je regardais des gens qui parlaient justement de leurs chansons préférées. Puis j'en ai en écouté quelques-unes. Puis il y en a une que j'ai vraiment retenue, Ignorance is Bliss. Genre, je vous invite à aller l'écouter. C'est quoi le Ma- beat que. Oh, Ouais, pardon. vas-y. C'est quoi le beat que t'as fait jouer au début? Best Rapper Under 25. Puis ça, c'est C'est de Carrément. C4. Sur un C4. beat de Lil Wayne. Mais tu vois, c'est ça qui est vraiment drôle, c'est qu'on écoutait ça, puis je me disais, c'est fou, c'est comme, t'entends le proto-Kendrick, tu vois, l'espèce de comme formule témoin là, que tu mets au début pour voir, OK, comment ça a évolué à partir de ça, genre, Ouais. puis... mais donc, retournez écouter C4, Et Overly Dedicated. Il y a des, Ouais. vraiment, il y a des gems. Peut-être qu'il y a des trucs qui ont mieux vieilli que d'autres aussi parce qu'il est plus fort maintenant ou parce que le son est plus trop dans l'air du temps. Mais ouais, il y a des trucs cool. Mais Section 80 est un premier, je pense, puis c'est comme témoin aussi d'une façon ou d'une autre, parce que je pense que Kendrick, il racontait que Good Kid, Mad City, ça faisait longtemps qu'il avait le projet en tête quand il était jeune. C'était comme une idée qu'il avait mis de côté, puis il se préparait un peu à sortir cette histoire-là, ce film-là qu'il voulait faire. Et puis, Section 80, c'est un peu comme un pré-test à ça. Puis on voit déjà les mêmes genres de thèmes, les façons de construire des chansons, raconter des histoires, les influences de Eminem, de tous les autres rappeurs, de Lil Wayne, etc. Et sa façon de jouer avec ses voix. Et à travers l'album, il y a plein de différentes chansons, Ronald Reagan Era, Spitalful Chant, Keisha's Song, No Makeup. Puis même, on a des histoires qui commencent à se créer. Je sais que Keisha's Song... il mentionne dans et Sing About Me, I'm Dying a Thirst, il y a ouais. sa sœur qui parle après. Donc, on a quand même un genre de trame narrative qui commence à se créer à partir de Section 80. Puis un univers comme autoréférentiel, Ouais. comme genre les très Ben, bons artistes savent le faire. Puis Là. il place ses personnages aussi parce que Kendrick, c'est quelqu'un qui. Genre, au début, peut-être tu comprends pas pourquoi il y a autant de changements de voix dans ses albums. Puis quand tu réalises que il incarne différents personnages de chanson en chanson, même de verse en verse, tu comprends un peu mieux. Et donc, déjà sur Section 80, il place ses personnages Ouais, pour c'est la ça. suite. Puis moi, en fait, tu vois, on s'est dit qu'on écoutait ça cette semaine et on se mettait à la discographie. Puis moi, je me suis mis Section 80, un album que j'ai moins écouté. Puis oui, en l'écoutant, pour une raison ou une autre, c'est la chanson Blow My High que j'ai retenue. Peut-être que j'étais dans un bon mood. Vous allez voir, on parle de Kendrick qui a plein de traumas, qui a plein de difficultés, whatever, au courant de l'émission. Mais n'empêche, il y a des chansons où c'est bon délire, c'est un bon vibe. Et ouais, puis je trouve que dans cette chanson-là, il y a vraiment cette jeunesse de Kendrick qui ressort, des flows vraiment lively. Donc, Puis on a un peu plus aussi le côté TDE, là, disons, Ouais. parce que West l'album Coast, qui est très West sorti, Coast. puis il y a un côté où ils ont tous tu sais, grandi ensemble. Ils disaient ils allaient au studio sur le canapé de Top Dog ou je sais pas quoi, puis ils étaient tous en train de travailler tout le temps avec, comment il s'appelle, le mix engineer, Soundwave. Soundwave, ouais, Soundwave. Puis, très présent. bref, mais ils étaient tous sur des canapés ensemble, puis tu sens un peu plus ça dans Section 80 aussi avec les filles de Absol et de Schoolboy Q, etc. Exactement. Mais désolé, on part sur Blow My High, Members Only de Kendrick Lamar. On revient direct après ça. Donc, R.I.P. Aaliyah, Rest in Peace Aaliyah, qui est une chanteuse de R&B qui est morte à l'âge de 22 ans dans un plane crash.
Kendrick lui rend hommage dans cette chanson-là. Puis en même temps, à la toute fin de l'album, il y a toute fin de la chanson, il y a un petit bridge où on l'entend chanter. C'est tiré de sa chanson Four Page Letter. Yeah. Donc, Mais c'est devenu une chanteuse mythique dans l'univers hip-hop / R&B. Ouais, c'était un peu la darling, la baby girl du game quand elle est décédée. Puis ça a vraiment choqué le monde. Elle traînait avec les P. Diddy, tout ça. Puis, c'était aussi la baby girl de R. Kelly. C'était la baby girl de R. Kelly. Vraiment baby girl. Je crois qu'elle s'est mariée avec R. Kelly à l'âge de comme 14 ans ou quelque chose. Et R. Kelly était très investi dans la création de l'album de Aaliyah qui s'appelait Age Ain't Nothing But a Number. Mais... Merde. C'est pas correct. C'est horrible. C'est dégueu. Je propose qu'on passe à partir de Section 80, qui est un peu le premier step, la première marche, vers un peu, je dirais le premier album conceptuel. Donc, on s'enligne plus vers Good Kid, Mad City, qui est... pour moi, a été mon préféré de Kendrick pendant longtemps. Puis peut-être un que je comprends le mieux aussi, ou qui est plus facile à suivre, à voir, à sentir. Je sais pas ce que... Mais je comprends ce que tu veux dire. Puis faut définitivement faire une dédicace aussi au podcast Dissect. Ouais. Si vous êtes fan de musique pop américaine, là, au sens genre du rap et du R&B, et du pop un peu. Ouais, Un c'est peu du musique pop, populaire. ouais. Musique populaire, quoi. C'est un podcast qui analyse, en fait, des albums. Et chaque saison, il s'arrête sur un album. Si vous avez Spotify, vous avez accès aussi à des épisodes spéciaux. On dirait vraiment, je fais une promo. Là. Ouais, je Non, mais c'est juste que moi, ça a vraiment été mon entrée dans Kendrick Lamar pour de vrai, si on veut, parce qu'à un moment donné, j'étais avec Louis en voiture, puis on a écouté Good Kid, Mad City au complet en allant à un chalet. Puis à chaque fois, Louis était comme fait que là, il se passe ça. Puis là, il est rendu là. Il Parce est rendu dans son Le histoire. doute est comme yo, mais non, tu comprends pas ce qu'ils sont en train de faire. Non, mais parce pas que t'écoutes, parce que là, tu sais, là, c'est Money Trees, tu vois, il est un peu genre, puis là, il est sur dans la voiture, là, sur la banquette arrière, puis là, fait que vraiment, si vous vous intéressez, puis vous voulez avoir des analyses en profondeur, il a fait To Pimp a Butterfly, puis il a fait Damn, puis il a fait des rétrospectives aussi sur Good Kid, Mad City, aussi 2-3 épisodes sur cet album-là. Donc, voilà, juste un petit shout-out. Puis là. ça permet de... Parce qu'au final, Kendrick qui densifie complètement son information dans les lyrics de rap. Et quelqu'un qui va passer du temps à tout te décortiquer, tout t'expliquer les références, tout aller te machin, ça te permet d'avoir la vue globale qui est vraiment difficile à avoir d'un point de vue individuel, d'avoir toutes les Mais références. l'affaire avec Cool Kid, Mad City, c'est que quand ça sort, c'est vraiment une révélation aussi. Les gens savaient que c'était comme un artiste intéressant, mais le jump de Section 80 à Good Kid, Mad City avait pas rapport, tu vois. Puis c'était encensé par la critique, par les fans, parce que oui, on parle de ces thématiques, de ces lyriques danse et tout, mais genre au niveau de la musique, c'était excellent. La production était... Ben ouais, là. Il y a encore des sons qui sont classiques to this day. Il y en a tellement dans cet album-là, genre Bitch Don't Kill My Vibe, Exactement, Money Tree. Puis c'est le truc qui est incroyable avec Kendrick aussi, c'est de faire des albums conceptuels, des histoires, des trucs recherchés, politisés, etc. Mais en même temps, il te fait des hits. Il fait de la... Il te fait des hits. Oui, il y a toujours eu des hits sur les albums de Kendrick Lamar, Ouais. peut-être jusqu'à maintenant, mais bon, ça, c'est une discussion pour plus tard. Ouais. On y reviendra, mais Good Kid, Mad City, je vais me tenter à résumer l'histoire de l'album, puis après ça, on va partir sur la première chanson, Shireen, a.k.a. Master Splinter's Daughter. Good Kid, Mad City, c'est Kendrick qui part en voiture pour aller rencontrer une fille. Puis on le suit à travers toutes ses péripéties. Il se fait jump par 2 gars qui sont les cousins de cette fille-là. Après ça, on le voit évoluer dans son milieu, en fait, dans Compton, qui est la ville d'où il vient, une ville genre, extrêmement dure, avec énormément de violence. Et tout au long de l'histoire, dans le fond, il y a une histoire de revanche. Il décide d'aller tirer sur les gars qui ont jump K-Dot, dans le fond, qui ont jump Kendrick. C'est le frère du... Où il y a le frère d'un de ses amis qui s'est fait tirer, il est mort. Kendrick a essayé de
le sauver, etc. Mais le frère, il décide d'aller tuer les gars qui ont tué son frère. Et je pense que Kendrick, il est pas involved dans un actual shooting. Non, mais il est Mm. avec les gars à ce moment-là. Mhm. Puis ultimement, ce qui se passe, c'est que genre, il y a plusieurs personnes qui meurent tout au long de l'album, puis on les voit tomber. Puis les gars finissent par être, parce que comme tu suis un peu le crew à Kendrick à travers tout ça, puis comme il y en a qui finissent par crackdown, puis être comme, genre, je peux plus vivre dans cet environnement-là, c'est impossible. Comment tu veux qu'on évolue de manière normale? Comment tu veux qu'on se forme en tant qu'être humain et tout? Puis pendant un de ces moments où il y a un des gars qui crack down, il croise une vieille madame qui leur dit OK, genre, vous savez ce dont vous avez besoin, les gars, c'est de l'eau. C'est de l'eau divine, you know, holy water. Et puis, ils font une prière ensemble. Puis là, la prière, on va l'entendre au début de la première chanson. Donc, on voit qu'il y a beaucoup de back and forth dans l'album. Il y a beaucoup de flashbacks. Il y a des sauts dans le temps et tout. Il y a des sauts dans le temps. Et à travers tout ça, Kendrick aussi en profite pour, justement, mettons sur Backseat Freestyle, te parler un peu de c'est quoi le Kendrick qui rappait avec ses boys dans la van pendant qu'il allait, comme, whatever, boire quelque part, whatever. Après ça, dans The Art of Peer Pressure, tu vois comment c'est facile de se faire influencer par ses pairs. Et là, il est juste hanging out. Puis finalement, ils finissent par voler Home des trucs dans une invasion, maison. tu Puis... comprends. des choses comme ça. Donc, Mais aussi Ouais. genre, c'est un peu dans cet album-là aussi que tu vois qu'il commence à parler de son rôle, comment il se voit en tant que porte-parole de cette communauté-là. Comme dans Sing About Me, I'm Dying of Thirst, où il le mentionne de comment il prend ce rôle où il doit amener ces histoires-là, il doit les mettre en lumière pour le monde. Il doit les projeter au grand jour, exactement. Puis même si on se remet au temps où il est en train de l'histoire qu'il raconte, tu vois aussi juste, dans le fond, tu as comme un landscape, tu comprends son environnement, puis ensuite tu vois aussi les choses vers lesquelles il graspe pour se dire comment est-ce que je sors, il faut que je me casse, c'est l'argent, c'est la religion, c'est ça, c'est ci. le rap. Puis il commence à se poser des questions du rap, tu sais, le knowledge, etc. Puis c'est là où il commence il sait pas trop, mais il commence à grasp dans les différentes directions. C'est les hauts et les bas d'un kid de Compton. Et oui, on tient à souligner que Macklemore n'aurait quand même jamais dû gagner son Grammy cette toujours le année-là. rappeler. Et que même lui le savait. Même lui le sait. Ouais, donc, pour l'anecdote, ceux qui ne savent pas, je suis rendu que c'est quand même populaire là, à this point. C'est quand même connu. Mais oui, en 2013, c'est bien ça. Il a sorti son album en 2012, donc c'était... Ouais, le Grammy, c'est en 2013. 2013. Ouais. Mais c'est un Grammy pour l'année 2012, là, alors. Mhm. Et ouais, donc... Kendrick Lamar, comme je vous dis, c'est la révélation, tu sais, pour tout le monde. Et tout le monde le sait cette année-là que, bon, genre, l'année d'avant, il y a Drake qui sort Take Care. 2012, Kendrick qui est sur Take Care de Drake, d'ailleurs, sur un excellent interlude. Et 2012, là, c'est Kendrick qui arrive, il sort un album incroyable. Et les gens se rappelleront, qui étaient assez vieux, que Macklemore, c'était genre son prime, c'était son peak. Il était partout. C'était quoi? C'était avec Thrift Shop ou quelque chose comme ça. The Heist. The Heist, oui, mais c'est ça, oui, l'album The Heist. Macklemore et son boy. Ryan Lewis. Et oui, donc ils étaient les deux mis en nomination pour les Grammys. Et pas que Macklemore soit particulièrement mauvais, mais bon, ça n'a pas vraiment rapport. Genre, ce qui a marqué l'air et le temps, tout le monde le savait que bon, ça c'était un moment définitif, la sortie de Cookie Maxili dans l'histoire du rap. Et tout de même, les Grammys ont décidé d'accorder le prix à Macklemore. Et il y a un fameux genre screenshot de Macklemore qui a envoyé un message à Kendrick, qui lui-même a posté, qui disait « Oh, yo, my bad, dude, genre, t'as sorti le meilleur album, blablabla. » Et puis Kendrick, après, il dit comme « Yo, genre, c'est un peu wack, genre, envoie-moi même pas ça, tu vois, genre, comme juste prends-le, puis let's get it moving. » Mais bon, peut-être qu'il sortait mal, surtout en tant que white dude dans le game. Donc, oui, petite anecdote sur comment ça s'est terminé pour Gogi Massidi. Non, ça a continué, mais ce qui s'est passé un peu à l'époque. Donc, mais oui. partons donc sur Shireen, a.k.a. Master Splinter's Daughter, qui est la première chanson de l'album, mais pas vraiment le début de l'histoire. Elle s'inscrit au moment où Kendrick essaie d'aller voir cette fille avec qui il a envie de coucher, puis des petites péripéties se passent. On parle là-dessus, puis on revient direct après.
C'était Shireen, a.k.a. Master Splinter's daughter de Kendrick Lamar de l'album Good Kid, Mad Bring me my City. fucking dominoes, Louis, Where my man. dominoes Where my at? dominoes at? man. Killing my motherfucking vibe. Ça expose bien un peu un storytelling mode dans lequel Kendrick peut se mettre avec des personnages, avec les skits, avec ses voix, avec un tempo, etc. Avec une esthétique extrêmement cinématographique Oui, puis également. là, tu peux vraiment... Puis cet album-là est comme ça, tu peux vraiment le suivre, le voir dans son développement, il t'explique ses émotions, sa situation, etc. Puis ça représente bien que Kid Mad City, mais on est en train de remonter, dans le fond, le timeline de Kendrick Lamar. Donc, on s'en va vers To Pimp a Butterfly, qui est l'album d'après, qui vient après cette grosse sortie qui est Good Kid Mad City, puis qui avait... I guess, beaucoup de hype ou d'attente, on peut dire. Est-ce qu'il va pouvoir augmenter? Est-ce qu'il va pouvoir faire mieux? Est-ce qu'il est vraiment fait pour faire des albums comme ça? Est-ce qu'il va toujours arriver? Puis c'est la première fois qu'on se demande ça, I guess. Et est pas la arrivé, et dernière. je trouve que quand Kendrick sort To Pimp a Butterfly, c'est là qu'il dit au monde, je fais qu'est-ce que je veux, tu comprends? Ouais. Et genre, les autres l'attendaient au tournant comme qu'est-ce qui va sortir? Peut-être quelque chose de similaire à Good Kid, Mad City, mais là, il prend un left turn, puis il prend tout le monde par surprise. Puis là, il sort la cover. Genre, la cover est insane, déjà, de un. Et ouais, et musicalement, un truc super jazz rap, le funk. Il a sorti I en single, il a Ouais. sorti The Blacker the Berry en single. Ouais. Qui est comme des weird singles à sortir. Hey, on comprend, mais The Black and Mais the Berry... même, on va backtrack. Quand I sort, je me rappelle, avec une superbe cover, moi, je trouvais, je m'étais surpris à être une des rares personnes sur Internet à avoir aimé le single. Et les gens étaient vraiment mi-chaud, mi-froid par rapport à cette C'est chanson-là. parce que c'est encore une fois, c'est Kendrick, les chansons hors de leur contexte perdent de leur valeur, disons. C'est dans le contexte de l'album, dans le contexte de l'histoire qu'il essaie de te raconter, qui prend tout son truc. Puis je pense que les gens étaient genre, c'est pas assez deep, c'est trop mais pas dans... happy, go Ouais, dance. genre comme he's going pop, genre comme il fait Ils avaient peur de ça. Ouais, Mais il me semble que exactement. I a gagné un Grammy justement en plus. Comme il a été Après, apprécié. oui, mais je veux dire, ultimement, juste là, comme- se remettre dans le contexte, genre... Puis même aussi, on peut enchaîner, non seulement I avait été reçu bizarrement, The Blacker the Berry, je me rappelle plus trop, mais je crois que ça avait déjà été plus apprécié. Oui. Non, ben... Et, mais quand To Pimp a Butterfly sort, c'est vraiment pas l'unanimité, là. Non. Genre, il y en a qui Pas l'encensent et il y en ouais. a qui sont comme, yo, what is this? Genre, parce que tu te replaces par rapport à ce qui sortait à l'époque. En 2015, on est en 2015 à ce moment-là. T'as Future qui drop Dirty Sprite 2. C'est Future qui arrive avec le trap music et qui le présente au monde et qui commence à vraiment prendre son ampleur. Drake qui hop sur un tape avec... je parle beaucoup de Drake, mais c'est comme un peu son contemporain, là. Ouais. Il y a J. Cole qui, lui, il fait ses trucs de son côté. Il vient de sortir 2014 Ferris Hill Drive, qui est encore aussi des sonorités plus dans ce qui se faisait à l'époque. Alors que, bon là, Kendrick Lamar, lui, il dit, moi, je fais part dans complètement son vibe. différent, tu vois. Ouais. Puis, désolé. Mais j'ai complètement perdu mon... Il n'y a pas de ton problème, idée. Moi, je parle beaucoup, là, mais... ouais. Mais pour revenir à quand il est sorti de Black and the Berry, il y avait quelque chose, genre, il s'est vraiment beaucoup fait ramasser par des militants, genre, des militants afro-américains OK. aux États-Unis. Parce que The Black and the Berry, vous irez écouter cette chanson-là, elle arrive vers la fin de l'album. Et pour de vrai, c'est la 13e chanson de l'album. Puis c'est ça que je disais aux garçons avant de commencer le show, là. Genre, moi, j'ai réécouté tous les albums depuis Section 80, depuis Overly Dedicated, en remontant jusqu'à Mr. Morale. Et quand on est arrivé à To Pimp a Butterfly, genre, non seulement j'avais la chair de poule tout le temps, parce que Kendrick, il te fait vivre des émotions à travers cet album-là, il t'amène dans des endroits incroyables, puis il peint des portraits genre, avec des couleurs que tu n'as jamais vues ailleurs. Mais quand tu arrives à The Black and the Berry, t'arrives dans un moment où tu penses que les choses commencent à mieux aller. Il est dans un mode plus preacher. Il y a Complexion qui vient juste avant. Il y a You Ain't Gotta Lie qui vient juste après. Puis cette chanson-là m'a fait pleurer, mais comme à chaudes larmes, là. Vraiment, j'ai braillé. Puis juste parce que c'est comme...
c'est Kendrick qui avoue comme son hypocrisie de lui qui il avoue qu'il a tué un autre homme noir. Ben pas lui là, il se met dans la peau de la communauté noire, il critique. L'affaire c'est que c'est une référence qui revient à plusieurs reprises dans plusieurs chansons différentes. Kendrick n'a jamais catch un body là. Mais il le dit à moitié un peu dans beaucoup de chansons. Dans plusieurs chansons, il dit genre à 16 ans, I got my first body. Genre. Mais des choses comme ça. Puis il te le met à plein d'endroits. C'est peut-être aussi juste un guilt qu'il sent par rapport à quelqu'un qui soit mort ou quelque chose. Ouais, quelqu'un qui est mort proche de lui. Mais c'est un truc où comme c'est la question se pose. Ouais. Puis t'as raison de dire que c'est peut-être juste comme c'est un personnage comme un autre. Un personnage comme un autre. Mais peut-être pas. Mais d'un autre côté, le fait que comme ça revienne à plusieurs reprises, qu'est-ce qu'on en fait, comment on l'approche. Mais bref. Puis en gros, ce qu'il dit dans cette chanson-là, c'est comme il faut arrêter d'être hypocrite. Genre, il faut que la communauté noire se tienne ensemble parce que comme le plus grand tueur d'Afro-Américains, ce sont les Afro-Américains. Puis ça a été vraiment mal reçu. En plein 2015, Black Lives Matter. Ouais. Puis pendant que, je sais pas s'il avait sorti All Right déjà à ce moment-là. Non. Mais qui, All Right, allait devenir le champ de ralliement de ces manifestations-là. Ça a été vraiment mal reçu parce que c'était comme, pourquoi tu rejettes la faute sur les Afro-Américains? Faut jeter la faute sur le système et tout. Et puis sort l'album. Ceux qui ont été attentifs penseront à The Hard Part 5, mais ça, on en parle plus tard aussi. Ouais. Donc oui, il sort l'album et oui, ça a une réception mitigée. Mais si on regarde maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, les gens vont te dire c'est l'album des années 2010. On va parler de rap, mais peut-être même... toujours confondu là. Il te donne pas forcément grand chose de facile dans lequel croquer. Il change les beats à moitié, il te rajoute des trucs, il donne pas de beats 4/4, il rentre des influences de jazz. C'est beaucoup plus difficile à croquer que beaucoup d'autres chansons. Puis particulièrement, par exemple, une chanson qui s'inscrit sur l'album, tu sais, le genre de chanson que tu peux pas sortir en single, qui est bizarre à mettre dans tout autre contexte que l'écouter tout seul. C'est la chanson You. Ça expose bien, je trouve, le personnage qui peut jouer et... Vas-y, Gali. Non, termine. Ben, le personnage qui peut jouer et les voix qu'il prend, comment est-ce qu'il produit des chansons comme ça, et encore une fois, le storytelling. Et une première partie aussi de deep, personal, direct, parler à travers la musique, thérapeutique, exposé. Right. Puis comme puis tu peux me le faire, tu vois, dans Sing About Me, I'm Dying of Thirst, j'ai mentionné que il part de prendre ce rôle d'ambassadeur, tu vois, de la communauté noire. Ouais. Puis dans To Pimp a Butterfly, c'est un peu sa mission, où c'est l'album où il prend plus cette mission-là au pied de la lettre. Et ouais, donc... et dans You, ils exactement. Sont pas capables de le faire. Il est comme, exactement. Everybody hate you, genre, t'étais pas là, tu faisais ta big star en Europe, whatever. Puis quand tes boys, ils continuent à mourir à Compton, where you at? Puis la chanson, dans le fond, elle suit la chanson These Walls, qui se termine avec le poème que Kendrick nous lit tout au long de l'album, puis il rajoute quelques phrases après chaque chanson environ. Et donc, je vais vous le lire, puis on parle à la chanson, on peut faire comme ça. I remember you was conflicted, misusing your influence. Sometimes I did the same, abusing my power full of resentment that turned into a deep depression. Found myself screaming in a hotel. Donc, c'était You de Kendrick Lamar, tiré de son album To Pimp a Butterfly. Une chanson qui ne laisse personne indifférent, je crois. Une performance, je crois que c'est une des meilleures performances vocales, moi, de Kendrick Lamar. Son émotion est juste passe. Ouais, disons que tu comprends directement où il se trouve, dans quelles conditions. Et oui, il y a aussi un vidéoclip, je crois. Il y a un vidéoclip pour cette chanson. Une des rares chansons à avoir eu ce traitement de l'album. Ouais. Et ouais, non, c'est vraiment... C'est un fou vidéoclip aussi. Ouais, exactement. Donc oui, c'était You. Et moi, ma sélection, en fait, pour cette chanson-là, pour cet album-là, c'est I, qui vient un peu être genre la paire de You, en minuscule aussi. Et on en a glissé un mot au début sur comment ce single n'avait pas été très bien reçu, mais c'était la version single qui n'était pas la version live qui se retrouve sur l'album. Sur l'album, je trouve que ça rajoute une certaine texture, le fait qu'il soit en live. Et on parle de Kendrick qui se positionne en tant que sauveur de porte-parole et tout, blabla. Et
Et quand même, tu vois, sur You, il se dit, t'es pas assez bon, t'es pas à la hauteur des attentes de ta communauté, etc. Mais sur I, il dit, I love myself, j'aime la personne que je suis et tout. Et je sais pas si c'est intentionnel ou pas, mais moi, j'ai trouvé que vous allez voir l'intervention qu'il fait dans la session live. À un moment donné, il y a une bagarre qui prend place dans l'audience. Et naturellement, tu vois un Kendrick qui devient leader of men, tu vois. Genre, il devient meneur d'hommes. Et je trouvais que même... Je sais pas, je trouvais que c'était très à propos, le fait qu'il prenne cette position-là. Puis, tu vois, à travers son art, à travers son micro, il arrive quand même à channel quelque chose, à avoir les yeux sur lui, à avoir l'écoute des gens et de ce qu'il a à dire. Puis juste mentionner quand même que c'était son single, le big single de ton album. Tu le sors en avance et tu arrives à l'album, mais ton single a été remplacé par un skit. Tu vois ce que je veux dire? Il a enlevé son big single de l'album pour le remplacer avec quelque chose qui va raconter, qui va faire partie de son histoire, comme s'il t'avait donné la chanson. OK, maintenant la chanson, tu la connais, je sais que c'est déjà un gros single. Puis maintenant, je vais te donner autre chose. Puis c'est pour ça qu'il te fait pencher sur... Il t'oblige à te pencher sur ce qu'il fait. Puis le rythme de la chanson a été freiné, la guitare est magnifique dessus. Donc oui, j'adore la production, j'adore ce qu'il raconte. Et moi, c'est une des chansons de l'album que je vais me mettre randomly le plus souvent. Je me mets I dans la voiture, puis je m'aime plus après. Donc oui, c'est I de Kendrick Lamar, on écoute ça. C'était I de Kendrick Lamar, sorti en 2015 sous son album To Pimp a Butterfly, où on a écouté la version live de l'album, de la chanson. Un petit peu mélangé. Donc oui, ça va conclure un peu ce qu'on avait à dire sur To Pimp a Butterfly. Le peu de temps qu'on avait, on en fait le mieux qu'on peut. On pourrait passer 1h30 seulement sur cet album-là. Exactement, tu pourrais en faire un film de 2 heures. Donc oui. Et en fait, on va enchaîner avec sa sortie. En fait, entre-temps, il a sorti Untitled Master, qu'on voulait souligner. On ne met pas de chanson de cet album-là, mais... Des petits restants de To Pimp a Butterfly. Exactement. C'est des retailles. Yes. Et après ça, il sort 2 ans plus tard, il sort Damn, avec une cover qui a choqué un peu le monde, où il stare un peu de façon méchante, je sais pas comment dire. Evilish. Il a l'air un peu comme possédé, fâché. Ouais, possédé au monde. Et Damn, c'est un peu une... on va parler un peu des thèmes de l'album plus tard, mais moi, comment je l'ai vu un peu à l'époque aussi, c'est, tu vois, avec To Pimp a Butterfly, on dit de Kendrick que, OK, genre, c'est un conscious rapper et tout, bla bla. Puis j'ai l'impression qu'il s'émancipe un peu de ça, puis il dit, OK, moi aussi, je peux faire des hits mainstream. Si on parle uniquement musicalement, il dit moi aussi je peux le faire, des trucs plus, mais quand même à ma manière. Et oui, quand on était au cégep en 2017, il sort Humble. Je crois que c'est le premier single avec une vidéo qui s'est fait mime à mort. Et des plans que à ce jour je vois les gens utiliser, surtout celui où, je sais pas si vous voyez, quand il y a la caméra qui bouge autour de Kendrick. Je crois qu'il y a comme 2 semaines, je regarde une vidéo où ils reprennent ça, puis c'est clairement Kendrick qui a... je crois, là, avant que je sois mépris, mais c'est vraiment lui qui dis-moi qu'il l'a popularisé. Puis qu'il a... Et ça m'énerve de ne pas avoir le réalisateur pour pouvoir le mentionner, mais bon, je le mentionnerai au retour de la pause. Donc, mais il faut dire aussi, Dame, que Kendrick met comme étant son meilleur album, parce qu'il fait des singles, il fait du travail, mais je pense qu'il fait un gros travail qui est encore peut-être plus caché que dans d'autres albums, conceptuel, de personnages, de sa position, puis il se présente en tant que, encore une fois, ce Messiah, mais il dévoile toutes ses fautes, toutes ses difficultés et toutes ses réflexions qui viennent avec une genre de poussée dans ce monde-là, d'essayer de régler le monde et de réfléchir à sa position religieuse par rapport à la culture, la société, etc. Kendrick lui-même le place comme étant number one. Son meilleur album, ça a été... le réalisateur, il s'appelle Dave Meyers and the Little Homies. OK, Dave Meyers and the Little Homies. D'ailleurs, moi, je trouve que visuellement, c'est peut-être ce qu'il a fait de mieux. Kendrick Lamar avec Damn, c'est vraiment magnifique et mémorable. Mais bon, moi, la chanson
que j'ai sélectionnées pour pour Damn, on en a juste une pour l'album. C'est Feel. Dès qu'on a commencé à parler de Kendrick Lamar, j'ai dit, OK, moi, Damn, je veux mettre Feel. Depuis sa sortie, ou peut-être un peu après, c'est la chanson qui reste avec moi, que je me mets assez couramment. J'adore la chanson, j'adore la production, j'adore comment Kendrick pose dessus d'une manière super posée, mais à un rythme élevé. Il vient... Je sais pas, c'est une des rares chansons où je trouve que l'artiste arrive aussi bien à manifester cette espèce de... Quand tu as trop de pensées en tête, quand c'est le capharnaüm dans ta tête, puis dans ton cœur, puis t'es juste tout se mélange, tes pensées, tes feelings, puis oui, puis je trouve qu'il part un peu sur une diarrhée verbale. Là, ça, j'aime pas trop utiliser les... Mais tu vois, si tu dis logorée, ça passe crème. Une logorée verbale. Et ouais, puis je trouve que même si tu veux pas nécessairement relate exactement à ce que tu es en train de dire, le sentiment qui retransmet, tout le monde l'a ressenti, je crois. Et ouais, donc c'est assez universel. On peut s'écouter ça. On écoute Phil et on part en pub juste après. On est de retour après les pubs. On continue de parler de Damn et on va parler de Mr. Morale and the Big Steppers, le nouvel album de Kendrick Lamar. Donc restez avec nous. Bonne écoute. Vous êtes de retour à l'Office des Sceaux. Juste avant les pubs, on écoutait Damn, on écoutait Feel, en fait, de Kendrick Lamar, de l'album Damn. On est passé sur toute la discographie de Kendrick Lamar. Donc, on a écouté un peu de Section 80, un peu de Good Kid, Mad City, un peu de To Pimp a Butterfly, un peu de Damn. Et tout ça, c'est le travail qu'on a fait cette semaine, vu que Kendrick, la semaine dernière, a sorti un album qui s'appelle Mr. Morale and the Big Steppers, qu'on a donc écouté pendant la semaine. On a réécouté la discographie. On a set la table un peu en disant comment on avait vécu tel album, comment il était apparu, des petites anecdotes. Vous pouvez retrouver cet épisode en podcast aussi si vous avez raté le début. Vous pouvez aller nous regarder sur Spotify, sur Apple Music, tout ça. Mais on a un peu conclu notre conversation. On va peut-être revenir un peu sur Damn, mais je pense qu'on va revenir sur Damn pour partir sur Mr. Morale. Damn, il y a une grosse pause entre les deux. Damn qui est sorti en 2017 et Kendrick qui vient de sortir son album la semaine dernière. Donc 5 ans, ou comme il dit dans la première chanson de Mr. Morale and the Big Steppers, 1855 jours, si je me trompe pas. Je te dis ça. Mr. 1800 et 55 jours. Exactement. Entre un album et l'autre. Donc, il a vraiment pris son temps et il dit il y a beaucoup de choses qui se sont passées entre-temps. Il a vécu beaucoup d'affaires et c'est ce qu'il nous expose sur Mr. Morale. I've been going through something. On a juste eu une semaine, malheureusement, pour en parler, mais pour l'écouter, Yeah. je trouve que c'est pas beaucoup. C'est vrai que c'est pas beaucoup. Puis aussi, on se met dans le contexte où on écoutait toute la discographie. En Donc, plus. Et les albums oui, pour la les semaine albums à venir. parce que là, on fait un épisode spécial, mais le regular schedule, je le mentionne maintenant, ça va être la semaine prochaine qui va commencer. On sort un épisode à chaque... 3 épisodes par semaine. Enfin, non. On sépare l'épisode en 3 parties par semaine. Mais ça, c'est pour plus tard. Je divague. On parle de Mr. Morale and the Big Steppers pour notre épisode rétrospectif de Kendrick Lamar. Petite anecdote, on était avec Eduardo dans la voiture quand on l'écoutait pour la première fois. Et ouais, en fait, je me demandais, Louis, tu me pourras nous le dire aussi, Gali, comment tu te sens par rapport à ta première écoute et maintenant? Est-ce qu'il y a un changement de feeling? Définitivement, mais je pense que ça va prendre plus de temps que ça. C'est comme avec tous les albums de Kendrick Lamar, To Pimp a Butterfly, Damn, et maintenant Mr. Morale and the Big Steppers. Ma première écoute, tu sais pas trop ce qu'il essaie de dire. Je veux dire, moi, la production à la première écoute était magnifique, puis on avait un bon speaker et c'était vraiment une bonne ambiance. Mais disons que je suis ressorti un tout petit peu déçu. Ouais. Mais de plus en plus, les chansons que j'ai adorées et les parties de l'album que j'adore, les sections, je les adore vraiment. Et plus même que, par exemple, Damn, où j'aime quelques chansons, mais pas forcément toutes, où j'ai pas forcément envie d'écouter une petite section.
disons. l'album, ouais. J'avoue que moi, j'ai surtout écouté en mode album du début à la fin, où je me mets le disque 1 ou 2 du début à la fin. Genre, j'ai pas vraiment ressorti de single du lot pour le moment, personnellement. Mais c'est important de mentionner surtout qu'il y a 2 albums. Dans le fond, c'est Mr. Morale and the Big Steppers, mais sur beaucoup de plateformes, c'est divisé en une chanson. Il y a 18 chansons, mais elles sont séparées en 2 paquets de 9. Ouais. Mais je pense que vous l'avez écouté ensemble avec Eddie, là, l'album. Ouais. Moi, je travaillais ce soir-là comme un gueux. Je travaillais tout le temps dans les pires Ouais. moments. Mais je pense que ça m'a quand même... Au final, je voulais l'écouter avec du monde qui connaissait Kendrick. Puis je pense que le fait de l'avoir écouté tout seul dans un parc, avec une paire d'écouteurs, puis un paquet de smoke, puis that's it, ça m'a permis d'aller très, très proche de l'œuvre, au sens où genre, j'avais même pas regardé la cover, j'avais même pas regardé la tracklist. Ça faisait, je savais pas combien de chansons il y avait quand j'ai J'avais parti pas regardé la l'album. Twittosphère. Pas regardé la Twittosphère, ni la TikTokosphère. Puis non, pour de vrai, dès que j'ai parti l'album, je me suis assis, puis j'ai fermé mes yeux, je me suis laissé transporter. Je pense que moi, j'ai vraiment été un peu subjugué par tout ce qui se passait. Je pense qu'il y a des moments extrêmement difficiles dans l'album, comme dans la chanson We Cry Together avec Taylor Page, où c'est juste comme Kendrick puis Taylor qui... Ben, en tout cas, c'est un couple qui s'engueule puis qui s'en va chier, puis comme... Je l'écoutais les yeux fermés, puis j'en suis comme ressorti en prenant un grand respire, puis j'étais comme, damn, OK, c'était beaucoup ça. Puis je pense qu'il y a des moments comme ça dans l'album où, ultimement, c'est vraiment l'album où il va le plus dans quelque chose de personnel. Il y a beaucoup dans Good Kid, Mad City, parler de comment, genre, c'est difficile d'être un bon garçon dans une cité dans une ville qui est complètement démente. Mais il a beaucoup parlé de l'environnement, il a beaucoup parlé de comme, tu sais, dans To Pimp a Butterfly, il fait beaucoup de références à l'histoire des États-Unis, 40 Acres and a Mule. Là, on tombe dans quelque chose d'extrêmement personnel. On tombe dans ses propres traumas, dans ses propres souvenirs, dans ses propres relations. Puis je pense que la chanson qui vraiment comme marque le coup d'envoi un peu de cette espèce de balle d'intimité, c'est la chanson Father Time feat. Sampha. Partons là-dessus, on va commencer à s'écouter l'album avec ça. Donc, c'était Father Time de Kendrick Lamar de son nouvel album Mr. Morale and the Big Steppers. Donc, ça fait partie du premier album d'un sens ou d'un autre, qui, je pense, ou la façon dont je le comprends, c'est The Big Steppers et Mr. Morale est le deuxième album. Puis c'est un peu, comme tu dis, un coup d'envoi dans le côté personnel, mais aussi quelque chose qui revient, mais peut-être que ça m'a marqué cette fois-ci dans cette écoute-là, mais vraiment avec une thématique. Tu disais ça à notre première écoute, Thomas, mais il a choisi une thématique. Là, il parle daddy issues chez les hommes, puis les traumas qui viennent avec ça, mais c'est concentré juste là-dessus. Puis I guess il a ça dans sa discographie aussi, mais je sais pas pourquoi, ici, c'est comme plus direct. Mais c'est un peu quelque chose qui marque l'album, c'est qu'il... Dans ces thématiques de chansons, je trouve qu'il n'a jamais été aussi direct, puis il les concentre, même si c'est pas des thèmes qu'il n'a pas abordés auparavant. Toi, on en parlait plutôt, par exemple, dans Fear, dans Dame, il le dit, il en parle de comme quand son père lui disait de be a man, ta mère la même chose, tes amis te naissent à l'extérieur, retourne dehors, va te défendre toi-même. Mais il te dit pas dans le hook, I got daddy issues. Exactement, tu vois, c'est plus à mon couvert, puis à travers d'autres thèmes, à travers d'autres personnages, alors que là, dans Father Time, c'est je suis là. Puis on entend au début de la chanson du tap dancing qui revient à travers l'album, et surtout à la fin, je sais plus c'est quelle chanson, mais je pense que c'est We Cry Together, à la fin de cette conversation où les deux ne s'entendent pas, puis ils finissent par pas s'écouter, mais quand même rester ensemble, etc. Il y a une voix qui dit « Stop tap dancing around the conversation », qui veut dire « Arrête de jouer autour, dis les vraies choses, va direct. » Puis je pense que c'est un élément que Kendrick prend dans cet album-là pour dire « J'arrête de vous montrer, je vais vous dire. » Parce que Damn, qui dit étant son meilleur album, est pas super bien reçu. Puis je pense que son travail de Messiah, de leader de la société, ne fonctionne pas. Donc il veut aller plus directement au point. Puis Big Stepper, c'est ça qui est aussi intéressant, c'est un genre, whatever, un slang pour dire un genre the guy who get the job done, tu vois, le overachiever.
Puis en même... Ouais. Mais le genre de révélation, tu vois, Big Steppers, normalement, c'est un slang pour dire. Tu vois, c'est. Si t'as un big stepper, genre déjà step quelqu'un, c'est comme you address the issue, t'as un beef avec quelqu'un ou tu vas le voir direct, tu le presses, tu dis comme yo, comme what's up, genre c'est quoi le problème, etc. Ou tu peux être un big stepper, genre t'es un gunman, t'es un shooter et tout, blablabla. Ouais. Mais là c'est comme si, tu vois, il dit ne pas tap dance around the conversation, il est comme t'es un big stepper dans le sens où you address the issue clearly and directly. Donc, il change un peu le terme de c'est quoi, t'es un big stepper, genre. Et tap dancing, c'est des Exactement. small steps. Non, non, mais Loki, puis on peut vraiment... Hey, Kendrick, you never know. On peut vraiment prendre l'analyse du tap dancing de plusieurs angles. Puis Ouais. moi aussi, à un moment donné, il y a des moments où je me disais, justement, aussi, tu fais du surplace, là. Tu sais, comme, si tu tapes tes pieds sur le sol, mais t'avances pas. Genre, Ouais. what are you doing, you know? Ouais. You're not moving. Genre, Ouais. tu t'avances pas, puis Puis je pense que Kendrick, il se met beaucoup en scène, comme la chanson Father Time commence avec, ça doit être sa blonde ou quoi, qui lui dit, genre, t'as vraiment besoin d'une thérapie. Puis il dit, real N-word need no therapy. Puis genre, c'est son père qui lui a dit ça, là. C'est son père qui a dit comme, man, if you want to be a man, you don't need no therapy. Everybody's stupid. It's not your fault, genre. Puis la vérité, je pense, c'est ça. Je pense que on est dans un album où, pourquoi ça nous frappe plus? Parce qu'il utilise le vocabulaire exact, genre. Puis il dit straight up. Puis même genre, ça aurait pu être conceptuel, mais il te le dit dans une chanson, Stop Tap Dancing, genre, pour te hint towards pourquoi ils mettent des sons de tap dancing. Peut-être qu'avant, dans To Pimp a Butterfly, il y aurait juste eu le son, puis ça aurait été comme à toi de voir pourquoi il met ça, alors que là, il te le dit direct. Plus in your face. Ouais, exactement. Mais donc ça, c'est le premier album. Et on a juste mis une chanson du premier album parce qu'on a, en général, tous les trois, préféré la deuxième partie. Et c'est marrant parce que dans la 9e chanson, Purple Hearts, il y a un featuring de Ghostface Killah et il dit « God, please blow the whistle, we need an intermission ». Et quand on a écouté l'album avec Eduardo Thomas et tout, on a pris une entracte. Et vu que Thomas parlait aussi d'une certaine thématique dans la grandiosité de la production, etc., qui fait très théâtrale, la façon dont il expose les personnages, etc., on a pris une entracte, puis on est revenu après, qui commence avec Count Me Out, et on va partir plutôt sur Crown, une chanson qui a marqué, je sais, moi, qui a marqué Thomas, puis qui était une des premières où je me suis dit, wow, genre, elle m'a vraiment, vraiment accroché. Donc, c'est Crown de Kendrick Lamar. Donc, vous venez d'écouter la chanson Crown de Kendrick Lamar. C'est tiré de son album Mr. Morale and the Big Steppers, puis je pense que Crown, c'est... Il y a beaucoup de liens qu'on peut faire avec les autres chansons qu'on a écoutées plus tôt aujourd'hui. Notamment avec Phil, je trouve, parce que dans Phil, il parle de son espèce de son espèce de sentiment de faire beaucoup pour les autres, puis que personne ne fait pour lui. Il dit « Ain't nobody praying for me ». But everybody want me to pray for them. Fait qu'il y a cette espèce de comme... Il parle déjà de cette espèce de comme dualité qui est... Ben, il a pris le rôle de l'espèce de messie pour la communauté. Il a pris ce rôle de porte-parole, mais c'est lourd, tu sais, comme c'est lourd une couronne, puis you can't please everybody, genre, that's it. Puis il le répète, puis il te le répète, puis il te le répète pour que tu le comprennes, genre. Mais c'est pas tout le monde qui va être bien desservi par le roi. Puis je pense que c'est justement la deuxième partie rentre un peu plus dans le côté thérapie où on a l'impression qu'il parle vraiment à un thérapeute en face de lui, tu sais, puis parce qu'il y a 2 chansons, il dit if God is the source, then I am the plug talking, tu sais, il dit si Dieu c'est la source, je suis la prise. Donc je suis un prophète là, tu sais, Dieu parle à travers moi. Ouais. Puis ensuite à partir de ces chansons-là, il commence à dire ah ouais, mais j'arrive pas à être bon pour tout le monde, puis c'est du mal, puis les gens, OK, ils écoutent ma musique, puis c'est ça pour moi l'amour et tout, puis au moins il y a ça, mais il est perdu, puis il expose que justement, il n'y arrive plus, là. Ben, que c'est un poids qui est peut-être trop lourd à porter pour lui, mais de l'autre côté, peut-être que aussi c'est assez simple de dire genre, ben, c'est un bon roi s'il comprend vraiment qu'il peut pas please everybody. C'est comme... Ça fait partie aussi de la game de réaliser la limite puis le caractère très humain de soi-même. Mais je pense qu'il réalise aussi la limite du format qu'il utilise, qui est la musique. Avant, il preachait beaucoup le pouvoir de transformation qu'avait la musique. Puis maintenant, il a plus du mal, je pense, à
avec cette idée-là, puis à dire, est-ce que ça marche vraiment? Mais je suis curieux qu'on parte sur la troisième chanson de la deuxième partie. Ouais, Silent Hill, la chanson s'appelle Silent Hill. Elle est comme... je trouve qu'elle stand out vraiment dans l'album, avec ses inflexions de voix notamment, qui rappellent Baby Keem, qui se retrouve sur l'album, sur une chanson qu'on va écouter aussi. Un artiste avec qui il travaille beaucoup récemment. Puis aussi, on y retrouve Kodak Black. Kodak Black qui fait plusieurs apparitions au travers de l'album. Je vois des gens critiquer que Kodak Black soit sur l'album, comme ça n'a pas lieu d'être et tout, alors que moi je trouve que c'est super à propos. Kendrick se positionne comme. Puis même dans Damn, genre, tu vois, après To Pimp a Butterfly, les gens le classent comme un conscious rapper et tout, comme un leader, comme un Martin Luther King. Mais dans Damn, lui, il est comme non, moi c'est Kung Fu Kenny, genre, I'm still from the hood, je suis quand même, genre, comme, don't play with me, genre, tout ça, tu comprends? Puis peut-être que je me trompe, mais je pense que Kodak Black est le rappeur qui rentre moins dans les normes sociales, genre, il est le plus comme. Aliéné et genre mis de côté et donc c'est un peu pour ça que c'est à propos aussi. Puis il a dit comme arrêtez de me voir comme Martin Luther King, genre je suis plus Kodak Black qu'autre chose, genre tu comprends. Et ouais, puis les gens qui écoutent Kodak Black, peut-être qu'il y a des gens qui le classifient un peu comme un rappeur mainstream de seconde zone un peu, mais moi je trouve vraiment pas, je trouve que Kodak Black, quand il s'y met, il a une magnifique plume, il embody quelque chose vraiment par rapport à d'où il vient. Et ouais, je trouvais que c'était super nice qu'un artiste comme Kendrick Lamar lui propose de venir participer à son album. Lui laisse cette place-là. Ouais, exactement. Puis ouais, je trouve ça super cool. Donc oui, il arrive avec un petit vibe Baby Keem, Playboi Carti, une production punchy. Et ouais, ça sonne bien. Donc c'est Silent Hill de Kendrick Lamar. Donc, c'était Silent Hill de Kendrick Lamar featuring Kodak Black. Une chanson du deuxième disque de Mr. Morale et de Big Stepper, l'album qui vient de sortir de Kendrick Lamar. J'ai l'impression que c'est un beat où Kendrick, il se fait kiffer, tu vois, où il fait juste feel. Puis en fait, c'est un peu la réflexion que j'avais en écoutant l'album, où je trouvais que, tu vois, vous avez fait de la musique. Puis éventuellement, quand tu fais un projet, tu as comme une liste de chansons que tu as créées. Il y en a qui vont se retrouver ou pas. Puis j'ai l'impression que là où Kendrick Lamar, par le passé, peut-être qu'il faisait super attention à la séquence, à quelle chanson il choisissait. Tu vois, il a sorti un Tidal Master. Peut-être que c'est des chansons qu'il aimait beaucoup, mais qu'il a décidé de ne pas mettre dans To Pimp a Butterfly par souci de la narration, etc. Mais j'ai l'impression qu'avec Mr. Morale, il a juste dit comme, OK, ça, c'est les beats que je feel, que j'ai fait. Puis je les mets sur l'album plus que dans les autres albums. J'ai la même impression, mais j'ai l'impression aussi que peut-être que j'ai pas vu encore la trame narrative. Peut-être que je suis juste aveugle là. Mais de l'autre côté, c'est vrai que puis même dans notre tracklist d'aujourd'hui, dans ce qu'on a fait jouer, on tombe dans le Kendrick très réflexif, le Kendrick très genre très deep en fait, très preacher. Avec You, avec Feel, avec Father Time. Mais ultimement, quand on préparait l'émission, Thomas, tu nous disais, ouais, mais c'est comme, faut mettre Blow My High, faut mettre des chansons au final qui sont des beats comme, juste des beats qu'on feel, tu sais, c'est quelque chose qui bump, puis ultimement, c'est ça que Kendrick est capable de faire aussi. Puis qui te dit qu'il veut faire aussi comme Yo, I am not your savior, genre. Yeah. Et donc, pourquoi il se priverait ou pourquoi, comme, parce que ça fit pas dans sa narration et tout, il est comme, non, bro, ce beat-là, c'est un banger, mon boy Kodak is on it, genre, let's do it, we'll drop. But he's not your savior. He's not your savior. ouais. Donc oui, he is not your savior. Une phrase qu'il utilise dans la chanson Savior, justement, avec Baby Keem. Son cousin. Son cousin qui est signé à son label maintenant. Il va tour avec lui aussi. A mentionné que Mr. Morale and the Big Stepper, c'est son dernier album sous TDE, Top Dog Entertainment. Yes. Avec qui il a commencé sur le sofa avec C4, Overly Dedicated. Et tout exactement. Ce qu'on a parlé au début de l'épisode. Un label de légende à this point. Ouais. Puis oui, donc maintenant il enchaîne avec son nouveau label qui s'appelle PG Lang, où Baby Keem est signé. Et oui, donc il se retrouve sur ce morceau de Big Steppers que je trouve qu'il, comme on l'a mentionné avant, straight to the point, I am not your savior, il mentionne le nom de d'autres artistes. Puis il y a un peu ce commentary sur comment
dans la communauté noire, whatever, souvent les gens vont se tourner vers les entertainers, les rappeurs, les acteurs pour être des porte-paroles. For guidance. Ouais, exactement, for guidance. Plus que, par exemple, je sais pas, des blancs, ils vont pas regarder nécessairement. Genre, et oui, il y en a qui prennent cette figure-là, toi, peut-être des John Lennon ou whatever. T'es Guy à Lepage. Justement, genre, personne ne regarde, je sais pas, Macklemore, puis aucun blanc regarde Macklemore, puis dit comme, oui, soit guide notre cause, whatever. Il y a des gens qui sont faits pour ça, il y a des activistes, il y a des politiciens, tout ça, blablabla. Puis c'est un peu le commentaire que Kendrick a, comme, yo, guys, genre, on est des musiciens puis des entertainers aussi. Puis, mainly, surtout. Et il a été critiqué aussi pour son lack of... genre, il n'a pas trop parlé pendant des protestes. Ouais. Puis il a été critiqué pour ça. Et sur la chanson, je pense qu'il l'adresse et dit c'était one more protest for you, c'est 365 for me. Tous les jours, il y a un protest pour moi que quelqu'un me demande de parler. Non, c'est ça. Oui. Et lui aussi, tout son life work... c'est un protest. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Genre, il est tout le temps en train de travailler pour aider la cause, puis il se fait critiquer parce qu'il n'a pas parlé une fois, mais c'est comme, écoute toute ma discographie, genre. C'est ça. Press play, fam. I worked like 5 years on this. Mais c'est ça qu'il dit, bro. Il dit Kendrick made you think about it, but he's not your savior. Ouais, c'est ça. Ciao. Mais partons sur la chanson Savior. On continue d'en parler après. C'était Savior de Kendrick Lamar de son album Mr. Morale and the Big Steppers, où on arrive plus vers la fin de l'album en tout. T'as l'impression qu'il a peut-être un peu plus fait sa thérapie puis qu'il réalise je suis pas ton Savior. Basically. Mais d'un autre côté, je pense que he's kind of backpedaling. Il réalise il réalise que he's not Martin Luther King. He's not Malcolm X. Mais je crois aussi, mais je crois qu'il se délivre du poids que tout ça. Personnellement. Ouais. Je crois que c'est vraiment ça. C'est quelque chose qu'il dit sur Mirror après aussi. Puis comme tu l'entends, genre c'est plus session, puis dans l'album, tu le ressens, cette lourdeur de prendre ce rôle-là, puis des traumas qui viennent avec, tout ça. Donc, puis je pense que, ouais. Puis ultimement, tu sais, Damn, qui est un album peut-être plus frontal, plus moins optimiste que To Pimp a Butterfly, parce que To Pimp a Butterfly, ça finit vraiment il y a des beaux moments, genre, sur To Pimp a Butterfly. Ouais, puis il y a des moments où il est vraiment en mode preacher, genre Complexions, You Ain't Gotta Lie, tout ça, c'est comme tu tombes dans des espèces de comme très, très jovial, très positif, yeah. Puis Damn, Trump vient d'être mis en poste. C'est sorti genre 2-3 semaines après qu'il ait vraiment pris les rênes à la Maison-Blanche. Il y a eu l'attentat contre des black protesters. Je pense que c'était à Charlottetown. Okay. Il y a juste une voiture qui est rentrée dans une foule pendant un Black Lives Matter protest. Puis il a tué, je pense, 2 filles ou quoi. Puis c'est comme, il sort, puis c'est comme... Je pense qu'il réalise là, c'est quoi son rôle, puis il réalise, OK, mais là, moi, je dois tout le temps me prononcer sur ça, puis je dois tout le temps... Comme pourquoi mes mots sont pas capables de sauver concrètement ces vies-là qui se perdent? Pourquoi est-ce que mes mots sont pas capables de faire changer ces choses-là? Je pense qu'il y a aussi... Il a comme débuzzé un peu. Genre, oui, il y a lui qui se libère de son poids, mais je pense qu'il a un peu fait... Il a un peu comme... il a réalisé... Il a un peu réalisé que c'est comme You ain't Jesus, my guy. C'est l'imitation, exactement. OK. Non, ça, je le vois. Ouais. Puis des éléments qui sont plus en passant, là, parce qu'on parle beaucoup, mais on essaie d'écouter aussi. Et on arrive à une chanson aussi qui nous a, je pense, tous marqué, mais marqué tout le monde, là, disons, tout le monde qui a écouté l'album depuis que l'album est sorti, qui est Mother I Sober, où là, on a les traumas en face et Kendrick commence par expliquer comment sa mère s'est fait battre quand il avait 5 ans et qu'il regrette maintenant de ne pas avoir pris un gun puis que c'était sa première grande décision et qu'il s'est caché dans un coin à pleurer. Mais ce qui ramène à la viscéralité de l'aspect beaucoup plus personnel l'œuvre de Kendrick a toujours été très personnelle, tu vois, depuis Goki Massi, depuis longtemps, mais oui, là, c'est l'impression qu'il t'invite encore plus dans son intimité. Et je pense qu'on a un bon exemple, parce que là, on parle des grands termes de savior et tout, blabla, comment il se positionne par rapport à sa communauté, mais aussi, il touche beaucoup sur cet album, comment il se positionne par rapport à sa
juste sa propre vie, Ben les oui. propres événements marquants de sa vie, les acteurs principaux. Donc, Sa vie de donc couple, oui. ses enfants, son père, sa mère, sa tante, ça. ses cousins. Ouais. C'est comme t'es dans ses entrailles à ce moment-là de l'album. Et c'est avec Beth Gibbons, la chanteuse de Portishead. Portishead, oui. Fait que, shout-out à Louis qui nous a donné Portishead pendant la première Ça saison. permet de remettre en contexte des trucs. Pourquoi est-ce qu'il a choisi ça? Ça a du sens. Ouais. Mais on part sur Mother I Sober de Kendrick Lamar. Et c'est ce qui conclut notre épisode spécial sur Kendrick Lamar. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Si vous nous écoutez à la radio, allez nous suivre sur Instagram et allez nous écouter sur Spotify ou sur les autres plateformes. On a une version un peu plus longue de l'épisode où on écoute 2 autres chansons. Ça va être tout pour nous. On se retrouve la semaine prochaine avec la formule habituelle et on a un invité spécial, notre plus fidèle auditeur, et j'ai nommé Serge Novikov qui va venir nous présenter un album. De mon côté, j'ai donné Face à soi-même de Samian, qui est Samian, un artiste qu'on a déjà écouté en fait pendant la première saison. Et Face à soi-même, c'est son premier album sorti en 2007, donc on s'écoute ça. Serge Novikov, qui va venir nous rejoindre la semaine prochaine, nous a donné Hobo Johnson, The Fall of Hobo Johnson. Donc, ce sera ça. Yes, et finalement, on va écouter un album, un deuxième artiste qu'on redécouvre, qu'on revisite, Yeah. en fait, pour la première fois à l'émission. C'est Pusha T, It's Almost Dry, son dernier album qui est sorti en avril dernier, si je me rappelle bien. Donc oui, on se met ça et on en parle la semaine prochaine. Bonne semaine.